Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous présentent Check-up. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous présente Check-up. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Check-up, le magazine de la santé et de l'innovation sur Télé Grenoble. Je suis ravie de retrouver à mes côtés Vincent Templard. Bonjour Vincent. Bonjour Marie-Caroline. Et bonne année. Bonne année à vous aussi. Je rappelle que vous êtes président de Medicalps et à ce titre, notre spécialiste des entreprises de santé innovantes dans l'arc alpin. Dans quelques minutes, nous nous demanderons avec nos invités comment arrêter de fumer. Ce sera peut-être votre bonne résolution de 2020. Mais on débute comme d'habitude en ouvrant une page consacrée à l'innovation. Le pansement du futur est grenoblois. Graphil, une jeune start-up hébergée par le CNRS, a créé un patch intelligent permettant aux professionnels de suivre à distance la cicatrisation et l'état d'une plaie. Innovation médicale qui pourrait prévenir les infections et donc diminuer, par exemple, le nombre d'amputations et explications avec Lina Badreddine. Qui aurait cru un jour que les pansements aussi deviendraient électroniques et communiqueraient même avec une application. C'est le système que met au point la start-up Graphil, un assistant de soins pour les plaies chroniques. Ces dernières touchent surtout les personnes âgées et les patients diabétiques et aboutissent parfois à des amputations à cause d'infections créées sur la durée. Ce procédé détecte donc les infections plus tôt et permet de diminuer la fréquence de changement de pansement. En rouge, c'est la plaie, le patch vient se mettre ici, l'électronique flexible est juste à côté. Et on va venir mettre le pansement comme pour toutes les plaies par-dessus. Et en fait, on va pouvoir venir détecter l'état de la plaie grâce à ce patch avec une application smartphone que l'infirmier ou l'infirmière va ouvrir lorsqu'elle va mettre, ou il va mettre le smartphone sur la plaie, sur le pansement. Donc sans enlever le pansement, on aura les informations sur ce qui se passe à l'intérieur. Grâce à cette mesure de l'évolution de la plaie, le patient peut avoir un suivi à domicile. L'idée est aussi de décharger les infirmiers des tâches plus administratives pour se recentrer sur le contact humain. L'idée est venue parce qu'on avait donc un système d'électronique flexible qui nous permettait de prendre des données directement sur la peau, des données par exemple d'acidité de la peau, de nature physico-chimique. Et donc par cette électronique, on s'est intéressé à pouvoir étudier la nature d'une peau lésée et notamment d'une blessure. Lorsqu'une plaie s'infecte, le taux d'acidité varie rapidement, ce qui renseigne sur l'imminence d'une infection. En labo, 8 essais précliniques ont validé la non-toxicité du produit et son intérêt pour stimuler la cicatrisation tout en effectuant la mesure de l'évolution de la plaie. On a travaillé pour que cette électronique, qui est à usage unique, puisqu'elle est sur un pansement, qui est donc un dispositif médical à usage unique, un consommable, pour que l'électronique embarquée soit non polluante, et en particulier il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Il n'y a pas de chiffre précis pour l'instant concernant le coût de ce produit, mais Graphil indique que son prix est raisonnable et comparable avec celui d'un pansement technique. Graphil qui présente ces jours-ci son innovation au CES de Las Vegas. C'est le plus grand salon mondial dédié aux transformations technologiques. Le graphène qui a aussi le vent en poupe puisque le CEA lui consacrera une série de conférences en juin prochain en présence de plusieurs prix Nobel. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Vincent, sur Graphil? Bien sûr. Il y aurait beaucoup de choses à dire. D'abord, effectivement, c'est une très belle innovation, presque une innovation de rupture grenobloise, avec une application du graphène. Donc, comment détourner en définitive ce matériau au bénéfice de l'ensemble des patients. C'est une entreprise qui a le vent en poupe, qui a reçu un certain nombre de prix. Vous indiquiez qu'elle était à Las Vegas en ce moment, mais elle a eu le prix EDF Pulse, 3e prix exactement. Elle a eu le prix aussi d'une association des systèmes embarqués dans le domaine de la santé. Donc c'est une entreprise prometteuse, voilà, qui est en levée de fonds aujourd'hui, qui cherche à faire son premier tour de table. Et je suis persuadé qu'on en reparlera dans les mois et les années qui viennent. En tout cas, une vraie utilité au service des patients dans le suivi de ces plaies qui peuvent effectivement, comme vous le soulignez, être extrêmement graves. Et puis, pour
qui concerne tout le monde, qui est susceptible de concerner un très grand nombre en tout cas. Qui est susceptible de concerner un grand nombre de personnes, et notamment effectivement ces plaies chroniques. On parlait des diabétiques, on parlait effectivement des personnes âgées qui se déplacent moins. Donc ça facilitera demain aussi le suivi et l'évolution de ces plaies, et probablement de mieux prévenir des évolutions qui peuvent être désagréables. Alors, puisqu'on parlait de remise de prix, la nuit de l'économie organisée par la CCI de Grenoble a remis ses prix 2019 en décembre dernier. Lauréat du trophée santé, l'entreprise Surgivisio, dont le chiffre d'affaires en 2018 était de 1,18 million d'euros et qui prévoit d'atteindre les 2 millions en 2019. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est Surgivisio, Vincent ? Surgivisio fait partie de ces entreprises dans le domaine de la chirurgie assistée par ordinateur. On a à Grenoble un des principaux pôles européens, voire mondial, dans le domaine de tout ce qui est l'innovation dans le domaine de la chirurgie assistée par ordinateur. Le président de Surgivisio l'a d'ailleurs rappelé Stéphane Lavallée, allant récupérer son prix, voilà. que Grenoble était le pôle mondial. C'est effectivement un pôle d'excellence, on le souligne peut-être, on le sait assez peu. Et Surgivisio développe en fait une plateforme chirurgicale qui va combiner de la fluoroscopie 2D, de l'imagerie 3D, tout cela pour permettre en définitive aux chirurgiens de mieux réaliser ces gestes et de faciliter la chirurgie qu'on dit mini-invasive, et donc en définitive quelque part d'avoir moins de séquelles d'une intervention chirurgicale et de faciliter des chirurgies ambulatoires. Ils en sont où aujourd'hui, Surgivisio ? Vous le disiez à l'instant, vous parliez de la croissance du chiffre d'affaires. Ils ont réalisé de très belles levées de fonds. Ils sont en très forte accélération. Le CHU de Grenoble, de mémoire, avait acquis un de leurs appareils et ils sont dans cette phase, j'allais dire, de lancement et d'accélération et de déploiement, j'allais dire, de leurs produits. Donc on reparlera sans doute. On avait eu l'occasion dans Check Up de faire un reportage sur eux. Peut-être qu'en 2020, ce sera l'occasion effectivement de refaire un focus sur cette entreprise. Merci beaucoup Vincent, vous restez avec nous. On se retrouve avec nos invités après cette petite pause. Comment arrêter de fumer? Des conseils et des recommandations qui peuvent vous changer la vie. C'est à suivre dans le dossier de Check Up. Demain, j'arrête. Et si vous profitiez de cette nouvelle année pour arrêter de fumer, plus facile à dire qu'à faire quand on a pris l'habitude depuis des années de s'en griller une petite de temps en temps et plus si accoutumance. Existe-t-il des méthodes miracles pour arrêter de fumer? Est-ce qu'on peut arrêter tout seul? Combien de temps avant de ressentir les effets de l'arrêt du tabac sur son corps? Nous allons revenir sur tous ces points et bien d'autres avec nos invités. Isabelle Defay, bonjour. Bonjour. Vous êtes sage-femme tabacologue à la clinique Beldon. À vos côtés, Bruno Degano, bonjour. Bonjour. Vous êtes pneumologue au CHU Grenoble-Alpes et vous intervenez notamment dans le service tabacologie. Merci à tous les deux de participer à cette émission. Vincent Templard, le président de Medicalp, c'est notre expert santé innovation, est toujours avec nous. Merci Vincent. Merci Marie-Caroline. Alors en novembre dernier avait lieu la 4e édition du mois sans tabac soutenue par Santé publique France. De nombreuses manifestations se sont déroulées dans un grand nombre d'établissements, dont les vôtres d'ailleurs, avec un succès sans précédent, 200 000 participants. Et l'application Dick Coaching téléchargée plus de 128 000 fois. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère y participait également. Et avant de commencer, je vous propose donc de regarder ce reportage de Fanny Chachat qui va nous permettre d'entrer dans le débat. Ça a bien marché. Et si j'arrêtais de fumer? Une question que des milliers de Français se posent chaque année et à laquelle la CPM de l'Isère tente de répondre de façon positive. Exit les campagnes choc et autres chiffres anxiogènes au sein de cet atelier collectif. Médecins, sophrologues et chargés de prévention apportent chacune leur expertise pour motiver les futurs ex-fumeurs. Si c'est par exemple, si c'est un moyen de gérer le stress. Donc l'objectif, c'est d'inciter de manière positive les fumeurs à entrer dans cette démarche de sevrage. Donc par de l'information, par du coaching. Donc il y a une application qu'on peut télécharger sur tous les smartphones.
Donc avec des conseils, on peut parler avec des professionnels, des tabacologues, on peut avoir des conseils d'une communauté de personnes qui essayent d'arrêter de fumer. Il y a aussi une ligne, le 3989, où les personnes peuvent appeler et parler avec des tabacologues. Et ensuite, donc, dans chaque département, environ toutes les CPAM de France organisent donc des opérations pendant le mois de novembre, donc pour le mois sans tabac. À l'issue de ces groupes, une fois que le fumeur il s'est lancé dans l'arrêt, on va bien sûr lui conseiller peut-être un substitut. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les substituts nicotiniques sont remboursés par la sécurité sociale. Ça peut être une aide intéressante puisqu'ils vont permettre de gérer au moins la dépendance physique. Donc tout le travail qui reste à faire au niveau du rééquilibrage de la vie quotidienne, l'hygiène de vie, c'est déjà bien assez de choses à mettre en place et au moins le fumeur est libéré de cette contrainte de la dépendance. Substitut nicotinique, cigarette électronique, coût que représente la cigarette sur un budget, de nombreuses ressources existent pour trouver sa façon d'arrêter de fumer. On va bien sûr revenir sur un certain nombre de points qui ont été abordés dans ce reportage. En France, chaque année, 75 000 personnes meurent des suites de la consommation de tabac. Avant d'en arriver à ce funeste destin, quelles sont les conséquences physiques de l'arrêt du tabac? Est-ce qu'il est possible de ressentir une amélioration rapidement, Isabelle Defay? Alors, chez la femme enceinte, c'est peut-être un petit peu plus léger comme ressenti en termes de bénéfices physiques, parce qu'il y a un travail pulmonaire et cardiaque supplémentaire. Et, on est deux. Hein. Voilà, on est deux. Donc, l'essoufflement, la diminution de l'essoufflement, ces choses-là ne sont pas bien ressenties. Les bénéfices vont être plus au niveau de la fierté d'avoir réussi. Parce que toute femme, en dehors de la grossesse, se dit « non, je ne vais pas fumer pendant la grossesse ». Et puis, finalement, on en a 17% qui fument encore. Donc, au troisième trimestre. Il y a un vrai problème. Et le fait qu'elles puissent arrêter, elles sont d'abord libérées de cette culpabilité. Bruno Degano, j'imagine que sur les poumons, il doit y avoir un effet que l'on peut observer assez rapidement. Alors chaque cas est évidemment un cas individuel, mais moi en tant que médecin pneumologue, je vois beaucoup de patients qui ont des maladies pulmonaires qui sont avérées, qui sont déjà diagnostiquées, parfois malheureusement à des stades très avancés. Et chez ces patients-là, la reprise du tabac qui est parfois constatée s'accompagne souvent, et les patients le disent eux-mêmes, d'une très franche détérioration d'un état de santé déjà précaire. Et à l'inverse, on voit des patients qui ont ce qu'on appelle pompeusement une trajectoire de santé qui les emmène assez droit dans le mur pour différentes raisons, dont le tabagisme, et qui arrivent, grâce au tabacologue, grâce à parfois beaucoup de démarches, à arrêter la cigarette. Et là, leur trajectoire change radicalement. Donc, nous, on est en général beaucoup plus... on arrive à identifier des améliorations somatiques sur des symptômes, sur des hospitalisations même parfois qui sont spectaculaires. Ouais. Et ça peut aller assez rapidement si on arrête de fumer. Au bout d'une semaine, on voit déjà des bénéfices? Alors, en termes de complications au niveau de la grossesse, les bénéfices sont réversibles immédiatement parce qu'il va y avoir la diminution et voire l'arrêt du monoxyde de carbone. Donc, une possibilité de croissance chez le fœtus immédiatement. Et puis, toutes les complications qu'il peut y avoir liées au risque d'infection, de rupture des membranes ou accouchement prématuré, tout ça, ça va diminuer très rapidement dans les 24 heures. Alors, oui. Est-ce que vous pouvez rappeler, effectivement, professeur Degano, le stade, le rythme auquel l'amélioration de l'état physique d'un fumeur, j'allais dire classique, se fait au bout de 7 jours, 10 jours, 20 jours? Quelles sont les moyennes qu'on peut constater? C'est extrêmement variable. Vous avez tous les cas de figure possibles, des fumeurs, entre guillemets, repentis, qui diront que leur état de santé ne s'est pas amélioré. Encore une fois, pour des raisons qui ne sont pas univoques. Parfois, le stress lié à l'arrêt supplante tout le reste. Et puis, à l'inverse, des patients qui, en quelques semaines, vont pouvoir refaire des choses parfois. Moi, j'ai en tête des patients qui ne marchaient quasiment plus parce qu'ils toussaient tellement, crachaient tellement, etc. Et en quelques semaines, j'ai vu récemment un patient qui a racheté une voiture parce qu'il pensait ne plus reconduire, et il s'est dit, bon, je vais pouvoir retourner en Italie. Et on n'est pas tous égaux face aux conséquences du tabac sur notre corps? Ah non, c'est extrêmement injuste. Ça aussi, c'est des choses que moi je ne suis pas tabacologue,
je vais dire plein de bêtises, mais on considère qu'entre 20 et 25% pour nous pneumologues, des gros fumeurs vont faire une complication à type de destruction pulmonaire, une atteinte pulmonaire. Ce qui veut dire quand même qu'il y en a entre 75 et 80% pour lesquels il n'y aura pas de conséquences visibles pendant extrêmement longtemps. Donc oui, il y a des différences individuelles. Et puis pour les gens chez lesquels il y a une conséquence, eh bien, elle est variable d'un patient à l'autre. Des patients vont uniquement tousser, cracher. Ça va les gêner dans leur vie quotidienne, mais c'est tout. Alors que d'autres, malheureusement, vont détruire de façon irréversible leurs poumons. Et c'est vrai qu'il y a une des stratégies dont on parle souvent, on en a encore parlé très récemment avec des experts internationaux, des stratégies qui peuvent viser à essayer d'identifier parmi les fumeurs ceux qui sont en train de détruire leurs poumons. Alors c'est effectivement la stratégie du pire, la stratégie la plus effectivement constructive est probablement la prévention primaire. Moi je dirais, pour ajouter quelques mots, c'est qu'il y a déjà une différence de genre. Entre la femme et l'homme, on n'est pas du tout au niveau du tabac, il ne va pas y avoir les mêmes complications. Il peut y avoir aussi des complications particulières à la femme. À l'intérieur même du genre de la femme, il va y avoir la grossesse, par exemple, va favoriser un métabolisme plus rapide. Et donc, ces femmes-là, elles utilisent encore plus vite leur nicotine. Donc, elles ont besoin de substitution, qui est d'ailleurs autorisée depuis 2004. Donc, il y a vraiment des différences. Il y a aussi des différences au niveau de la dépendance physique. Certains vont avoir... il y a des phénotypes maintenant qui ont été diagnostiqués, qui ont été montrés. Et certains vont fumer une cigarette et ne jamais avoir envie de continuer. Et d'autres, par contre, dès la première cigarette, vont se retrouver la semaine d'après avec un paquet par jour. Donc, il y a vraiment beaucoup de différences au sein de l'être humain. Et puis, il y a des conséquences aussi d'arrêter de fumer sur son entourage avec le tabagisme passif. Tout à fait, oui. Le tabagisme passif qui est, surtout au niveau des enfants, il y a beaucoup plus de bronchiolite, beaucoup plus de pathologies. On s'était rendu compte, il y avait une étude australienne qui avait montré qu'il y avait un nombre d'hospitalisations ou de demandes d'hospitalisation qui était accru chez les parents qui fumaient au niveau des enfants, donc l'hospitalisation était plus fréquente. Dans votre service, vous traitez des patients atteints d'asthme. Est-ce que ce sont parfois des fumeurs passifs? Voilà. Oui, et puis même pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, les trajectoires dont je parlais il y a quelques minutes sont probablement déterminées pour partie par la période périnatale, c'est-à-dire ce qui se passe avant la naissance, un enfant qui naît d'une maman qui a fumé, qui est soumis à un tabagisme passif aura une croissance pulmonaire qui sera moins importante que quelqu'un qui n'a pas été soumis à ce type d'environnement. Donc non seulement il y a une croissance pulmonaire qui est moins importante, mais en plus, s'il a la malchance d'être asthmatique, ses crises d'asthme seront plus fréquentes, son poumon croîtra d'autant moins. Puis malheureusement, ces enfants soumis à ce type d'environnement sont souvent des adultes fumeurs. Et pourquoi? C'est parce qu'on ressent, on a une odeur du tabac qui s'est imprégnée depuis fœtus ou comment c'est compliqué? Je pense que ça va au-delà de ça. C'est à la fois des habitudes, des contextes familiaux, sociaux parfois. Après, je ne sais pas si... Alors, il y a des récepteurs nicotiniques qui auront été placés pendant la grossesse. Donc, à l'âge de l'adolescence, s'il prend une cigarette, il va avoir tendance à être beaucoup plus sensible à ces pathologies, cette consommation de cigarettes. Il y a effectivement l'environnement qui va faire que des parents référents vont forcément donner envie de fumer. Et puis, il y a aussi les pères, c'est-à-dire les jeunes à 15 ans vont aussi faire un peu comme leurs copains. Et c'est tout le problème d'expliquer aux enfants l'affirmation de soi, savoir dire non. C'est pas parce que mon copain fume que moi je vais fumer, mais c'est vraiment des problématiques. Et c'est des problématiques qui perdurent parce que nous tous, quand on était au collège, on voyait il y avait des jeunes qui fumaient dès la 6e, la 5e, et aujourd'hui c'est encore le cas. Oui, mais n'empêche que l'étude Artemis montrait que le fait de dénormaliser cette norme sociale, en fait, au niveau du tabac, faisait que les jeunes sont moins intéressés par le tabac.
ils s'intéressent au cannabis et à l'alcool. C'est pas forcément mieux. Mais disons que oui, l'image du tabac est moins attirante chez les jeunes, jeunes filles en particulier. Les personnes qui essayent d'arrêter de fumer, qui viennent aux consultations que vous organisez pour les femmes enceintes et leurs conjoints, est-ce qu'elles ont déjà arrêté de fumer toutes seules? Alors, disons qu'il y a 30% de patientes en âge de procréer qui fument. Et l'enquête périnatale de 2016 montre qu'il y a 17% de femmes qui fument encore à l'accouchement. Donc, elles aimeraient tout arrêter. Sauf qu'elle n'y arrive pas, c'est pas qu'une question de volonté. J'avais une amie qui disait il y a la planète des dépendances, la planète des dangers. Si on est tout le temps sur la planète des dangers, on risque de créer d'ailleurs des résistances pour ces patientes. Il vaut mieux aller vers la planète des dépendances et leur expliquer que c'est pas qu'une question de volonté. Il y a des dépendances physiques, comportementales, psychologiques, et il faut traiter les trois en même temps pour donner une chance à la personne de réussir. En sachant que nous, on n'est qu'un accompagnateur et que c'est elle qui a la possibilité de décider, de choisir. C'est les personnes qui veulent arrêter de fumer qui décident. Oui, nous, on leur donne la motivation à arrêter. Alors, les fumeurs inhalent 4000 composés, surtout du monoxyde de carbone. C'est ce que vous montrez, par exemple, lors de vos ateliers. Vous nous avez apporté cet instrument, le CO-testeur. Comment ça fonctionne? C'est un appareil qui permet de capter le monoxyde de carbone dans l'air expiré. Et donc, à partir de là, on fait une mesure et puis on a des échelles d'intoxication qui permettent de relier l'intoxication du CO en fait à la façon de fumer et du coup à la dépendance aussi. Parce que la façon de fumer est aussi prise en compte. On peut fumer 5 cigarettes par jour ou 10, mais on ne la fume pas forcément de la même façon. C'est bien notre problème chez les femmes enceintes, c'est que je lutte depuis 15 ans sur une idée reçue, il vaut mieux fumer 5 cigarettes qu'être stressé. Ça, c'est terrible. Parce que en fait, chaque personne a son seuil de dépendance et c'est pas parce que vous fumez un paquet, il vous reste plus que 5 cigarettes, vous allez fumer ces 5 cigarettes de telle sorte à obtenir votre seuil de dépendance personnelle. Vous allez fumer plus vite, vous allez garder plus la fumée à l'intérieur, vous allez fumer plus amplement. Il suffit de voir les mégots de cigarettes pour voir que chaque fumeur a besoin de son taux de nicotine. Donc cet appareil nous permet de mesurer en soufflant. Parce que les femmes enceintes qui viennent vous voir, elles savent qu'elles fument, elles veulent arrêter, mais elles n'ont pas forcément conscience du taux de nicotine qu'elles ingèrent. Alors là, j'aurais le monoxyde de carbone. Voilà. Du coup, ça nous permet d'avoir une norme objective, on va dire. Et c'est un très, très bon outil motivationnel parce qu'à partir du moment où elles voient ce qu'elles ont inhalé, eh bien, elles se situent. Et après, une fois qu'on a lancé la motivation, la séance d'après, elles veulent refaire tout de suite le CO parce qu'elles veulent voir si les progrès... On a de la chance, les progrès, ils arrivent tout de suite. Ou alors, si on s'est trompé un peu dans la conduite à tenir, peut-être qu'il peut y avoir quelquefois des objectifs trop ambitieux. Il faut revenir à la baisse. Encore une fois, je ne suis qu'accompagnatrice et c'est la personne qui décide de son sevrage. Comment vous établissez ces objectifs avec ces femmes enceintes? Eh bien, ça s'appelle l'entretien motivationnel pour une part, pour rechercher l'ambivalence qu'il peut y avoir dans le fait de fumer, rechercher les avantages, les inconvénients, les avantages d'arrêter aussi, les inconvénients à poursuivre le tabagisme. Et puis, à partir de là, on voit un petit peu quelles sont les difficultés et puis les alternatives. Donc, on prend toujours ensemble des décisions. Ça s'appelle les thérapies comportementales et cognitives, avec des objectifs par palier. Et l'objectif, c'est d'arrêter de fumer avant la naissance? Ah oui, bien sûr. De toute façon, l'objectif, mais d'emblée, on le sait. Après, on prend des paliers, mais d'emblée, elles savent que l'arrêt, il doit être total pour qu'il y ait des résultats. Sinon, encore une fois, on aura l'autotitration qui va fonctionner. Et du coup, les patients, le bébé risque d'être quand même tout petit alors qu'elles ont diminué de 3/4 de leur consommation. Est-ce que vous conseilleriez aussi aux femmes qui fument et qui souhaitent avoir un enfant d'arrêter de fumer bien avant la grossesse? Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur la fertilité? Complètement. Ça, c'est l'idéal. En fait, si on a un projet de grossesse,
et qu'on est fumeuse, l'idéal, c'est d'arrêter avant. C'est bien plus facile. Ensuite, moi, je vois des couples dans les parcours de PMA, procréation médicale assistée, où c'est pas facile. Elles ont un parcours qui est lourd à traverser, et en plus, on leur demande d'arrêter de fumer. Néanmoins, elles sont motivées. Et celles qui n'y arrivent pas, elles disent « mais c'est pas grave, j'arrêterai quand je serai enceinte ». Eh bien, on retombe encore sur certains écueils, et c'est là où on voit que les dépendances, c'est pas si simple. Alors, il y a la question de la dépendance et il y a également la question de la dépendance physique, enfin, dépendance mentale, dépendance physique. Il existe donc, comme il était dit dans le reportage, des aides pour arrêter de fumer, des patchs, des chewing-gums qui sont remboursés par la sécurité sociale. Comment ça marche ? Alors, on a des tests de dépendance physique. D'abord, le premier, c'est le test de Fagerström qui va nous permettre de connaître la dépendance physique, en sachant que chez la femme enceinte, encore une fois, il peut y avoir des biais. Donc, le plus simple, c'est de lui demander quand est-ce qu'elle fume sa première cigarette et combien de cigarettes elle fume. Ça, c'est le Fagerström court. Et puis, le CO-testeur qui va corréler ce qu'elle nous dit avec le résultat du monoxyde de carbone. Et après, on évalue avec elle patch 21, 14, 7. C'est quoi 21, 14, 7 21 mg sur 24 heures, en sachant qu'on fait une fenêtre thérapeutique pour les femmes enceintes. Donc on prend... C'est pas dangereux pour le fœtus? Ah non, alors la nicotine qui est délivrée, d'abord c'est que la nicotine. Dans la fumée de cigarette, vous avez rappelé qu'il y avait 4000 composants, donc il y a du monoxyde de carbone. Là, c'est que de la nicotine et elle est délivrée de façon progressive. Donc elle ne crée pas de shoot, donc pas d'éléments d'hypertension artérielle, de choses comme ça, même si c'est des phénomènes transitoires. Mais oui, elle est possible et elle permet de diminuer le nombre de récepteurs. Et petit à petit, on prend ces patchs, puis après, on les diminue et on arrête les patchs. Et de la même façon qu'on peut utiliser des patchs quand on est enceinte, est-ce qu'on peut allaiter avec un patch? Bien sûr. Alors l'idéal, c'est toujours pareil, on recommande l'arrêt du tabac avant, par rapport à l'allaitement. Si on ne peut pas, eh bien, on peut prendre des substituts plutôt oraux, parce que ça va être juste ponctuel le temps des envies. Et si on ne peut pas, on prend des patchs, pareil. Et pour les personnes qui sont reçues dans votre service, également, vous pouvez leur conseiller de... Ah oui, on profite, entre plein de guillemets, toujours d'hospitalisations qui sont des événements majeurs dans le parcours de soins d'un patient, pour discuter de ça, accompagner comme on le peut, parce que malheureusement, la tabacologie, telle que vous le présentez, c'est l'idéal. On n'a pas toujours les ressources qu'on aimerait avoir pour cette prise en charge qui est clé. J'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, mais le soin dans la maladie pulmonaire commence vraiment par la prévention. Toujours est-il que quand on a les patients à l'hôpital, on fait le minimum, on fait ce que vous venez d'expliquer et on leur fournit, on leur donne des patchs quand il y en a besoin avec la méthodologie que vous venez d'évoquer. C'est parfois une façon pour les patients, dans un contexte parfois dramatique, mais en tout cas c'est l'occasion pour eux de faire cette démarche. Vous parliez de prévention, l'idéal ce serait évidemment de ne jamais commencer la cigarette. Alors, là encore une anecdote, le Congrès européen de pathologie respiratoire, c'est près de 20 000 médecins qui se réunissent une fois par an. Et le thème principal du Congrès cette année, c'était prévention, ce qui est, j'allais dire enfin, quoi. C'est à la fois la lutte contre les addictions, contre la pollution, enfin, une vision qui dépasse un petit peu l'autre bout de la lorgnette, qui est le soin. Qui est extrêmement important, ne faites pas dire ce que je dis pas, mais qui parfois nous laisse quand même pas mal désarmés, nous et les patients. Et donc la prévention, c'est aussi des vaccinations adaptées, etc. Donc bien sûr que la clé pour un énorme nombre de maladies reste la prévention dite primaire, c'est-à-dire éviter de commencer. Ouais. Mais s'il y a trop de prévention, vous n'aurez plus de boulot. Même pas grave. C'est pas grave. On fera autre chose. C'est la vision de la... Mais vous, évidemment, vous êtes un peu provocatrice, mais c'est une vraie refonte de notre façon de penser, en fait, qu'on a tous. Moi, je suis maintenant un peu vieux. C'est plus
Pour un médecin, c'est différent, disons, d'être réanimateur, de sauver une vie à court terme, et puis de se lancer dans des procédures à plus large échelle, certes, de prévention, dont on voit finalement pas le résultat. Mais ça, c'est une démarche à la fois personnelle et au niveau d'un groupe humain, une société qu'il faudra qu'on finisse par avoir, faute de quoi on fera des choses extrêmement élégantes pour essayer de soulager les gens, mais on n'arrivera pas à les guérir, et ça, c'est quand même très dommage. En matière de prévention, il y a beaucoup de campagnes de publicité qui sont faites, qui sont souvent stigmatisantes, qui attirent sur les conséquences, en tout cas, du tabac. Et il y a le renchérissement du prix du paquet, il y a un certain nombre de mesures, presque coercitives, qui sont prises pour essayer de limiter cette consommation. Et en même temps, on voit bien que même s'il y a une diminution, cette diminution reste faible, et qu'en France, on reste un des pays où le taux de fumeurs est le plus élevé, près d'un tiers de la population. C'est un paradoxe en Europe. Comment l'expliquez-vous? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que c'est trop culpabilisant, puisque vous évoquiez effectivement, Madame, le fait qu'il puisse y avoir d'autres cercles sur lesquels s'appuyer dans la prévention aussi, pour faire arrêter et surtout ne pas faire commencer? Alors moi, je ne suis pas addictologue, mais culpabiliser, ça ne marche pas. Ça, je crois qu'il faut être clair là-dessus. Ça marche. On voit sur les paquets de cigarettes. Ouais, ça marche à la marge, mais globalement, ça marche pas. Le prix du tabac, ça marche, mais pour ça, il faut une stratégie. Si la stratégie, c'est un enchérissement très progressif, ça marche pas non plus. Aujourd'hui, le prix d'un paquet de cigarettes, c'est à peu près 10 €. Aucune idée. Mais c'est extrêmement cher. Ça grève des budgets de gens parfois modestes. Mais ce que je dis, l'enchérissement, vous parliez de Delta, ça marche pas. Donc là encore, il faut des vraies mesures politiques qui soient ni culpabilisantes, enfin qui soient pas culpabilisantes, qui marquent réellement un vrai créneau par rapport à ce qui se passait avant. Et puis il y a aussi probablement une communication qui doit être faite même en dehors de la culpabilisation. Si on prend l'exemple de certains pays d'Afrique dans lesquels il y a un tabagisme énorme, puis d'autres dans lesquels il n'y a pas du tout de tabagisme. Et je ne pense pas qu'il faille chercher autre ailleurs. Enfin, en tout cas, il y a des explications sur l'implantation de certains industriels du tabac et de leur pignon sur rue ou pas, pour expliquer une bonne partie, je pense, du développement du tabagisme. Donc oui, la volonté politique, elle doit y être au-delà de la culpabilisation. En juin 2019, une étude de Santé publique France a montré qu'au moins 700 000 fumeurs ont décroché grâce au vapotage. La cigarette électronique, qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle Defay? Est-ce que vous le conseillez aux femmes enceintes? Alors non, je ne peux pas le conseiller parce que le Haut Conseil de santé publique ne l'autorise pas chez la femme enceinte. Il y a des disparités en Europe, parce qu'en Angleterre, on peut le prendre, en Suisse aussi, et en France, non. Donc, c'est assez difficile. Si une femme prend la cigarette électronique et me demande qu'est-ce qu'elle doit faire, je vais la basculer sur un traitement de substitution nicotinique, en fait, et lui demander d'arrêter la cigarette électronique, puisque on aura, dans ces cas-là, on sera bénéfique, puisqu'il n'y aura qu'un produit, la nicotine, par rapport au liquide dans lequel il peut y avoir des arômes. Voilà, il y a un certain nombre de substances chimiques, comme on le voit sur ces images. Tout à fait. Bruno Gano. Alors là encore une petite anecdote, la Société européenne de pathologie respiratoire, donc la société américaine, se prononce contre l'usage, quel que soit l'usage, contre l'usage de la cigarette électronique, ce qui est une position extrêmement tranchée, qui vient de deux observations. Une observation qui est extrêmement triste mais anecdotique, qui est le quelques cas de décès, qui sont effectivement dramatiques mais rares et souvent explicables par un mésusage de l'outil, mais qui s'explique aussi par l'observation du mode d'entrée dans l'utilisation de nicotine via la cigarette électronique chez un bon nombre d'adolescents et de jeunes adultes. Et cette observation a fait vraiment lever le bouclier contre l'usage de la cigarette électronique. À l'inverse, en France, la position est assez différente, avec une vision probablement beaucoup plus pragmatique,
mais qui ne doit pas obérer le fait que c'est quand même un mode d'entrée dans l'addiction pour un certain nombre de jeunes. Et la position française est de dire que tant que ça peut servir à sevrer de la cigarette classique, c'est un bon outil. Mais ne brouillons pas le message. Tant que ça reste un outil de sevrage, nous prononçons très pompeusement en faveur de cet usage. Par contre, l'usage récréatif pur, c'est une autre histoire, je pense. Alors pour essayer d'arrêter de fumer, il y a aussi des méthodes douces, entre guillemets, comme l'acupuncture, la sophrologie, l'hypnose. C'est ce que vous conseillez également ? Oui, ça peut être des outils intéressants. Chez la femme enceinte, la sophrologie est assez utilisée et elle permet de faire une visualisation de se voir non-fumeur plus tard. Donc ça permet d'être assez aidant. Il n'y a pas forcément une méthode, en tout cas, c'est un peu ce qui ressort. Ça dépend des gens, ça dépend de leur histoire et leur patrimoine génétique. Tout à fait, c'est toujours personnalisé en fait. Hein. Ouais. C'est pour ça que moi je fais des entretiens individuels. Et j'ai essayé cette année, dans le cadre du mois sans tabac, de faire des réunions de groupe. Je ne peux pas dire que ça a été extraordinaire parce que derrière tout ça, même si ce sont toutes des femmes enceintes fumeuses, eh ben, il y a une culpabilité qui fait que il faut l'assumer, quoi. En groupe, c'est plus difficile. Donc j'ai tenté, je ne recommencerai pas. Même entre elles, pour des femmes qui sont dans la même situation a priori. Oui, pourtant c'était vraiment bienveillant, mais non, ça passe pas. Donc c'est pas la bonne méthode. Alors l'arrêt du tabac ne fonctionne pas pour tout le monde, on l'a dit, c'est le cas pour les personnes qui sont atteintes de BPCO, de bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est bien ça ? Ouais. Voilà. 20% des malades sont des fumeurs. Qu'est-ce que ça fait cette maladie ? Alors, en France, la quasi-totalité des patients avec une BPCO ont été fumeurs. C'est pas le cas partout. Dans certains pays dans lesquels les gens sont exposés à la fumée de combustion, dans les cuisines par exemple, c'est des femmes relativement jeunes qui ont une BPCO. En France, c'est vraiment une maladie du fumeur, avec quelques expositions sur le lieu de travail, mais c'est exceptionnel. Et la BPCO, en fait, ça fait partie, ces 20% de fumeurs, de gros fumeurs, qui détruisent progressivement leurs poumons et qui donc ont à la fois des bronches qui laissent moins passer l'air, je ne peux pas m'empêcher de faire des gestes, et qui donc, ces patients-là, quand ils essaient de faire mobiliser leur air plus vite, quand ils font un effort, ils ne peuvent plus vider leurs poumons, ils sont malheureusement pleins d'air. Et puis ils détruisent aussi la membrane qui permet de capter l'oxygène. Et certains d'entre eux ont besoin d'oxygène. Pour finir, certains d'entre eux ont des espèces de poussées de la maladie une fois qu'elle est installée. C'est-à-dire qu'une fois, 2 fois, 3 fois, parfois plus par an, ils font ce qu'on appelle des exacerbations, c'est-à-dire qu'ils crachent plus, ils sont plus essoufflés, ils toussent davantage. Et puis donc ça impose des médicaments qui eux-mêmes altèrent un petit peu l'état des patients. Donc le tableau n'est pas très sympathique. Mais une fois que c'est avéré, eh bien, ma foi, il faut quand même prendre en charge au mieux ces patients et on a quelques solutions, heureusement. Voilà, justement, le CHU Grenoble-Alpes et votre équipe est entrée cet automne dans la phase finale d'une étude baptisée Airflow 3. On va regarder le reportage de Mathias Araez. Avec près d'un tiers de fumeurs chez l'adulte, la France fait figure de mauvais élève au niveau européen. Parmi ceux-là, 1 sur 5 est ou sera touché par une bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est le cas de Jean-Paul, 70 ans. C'est très invalidant parce que on ne peut rien prévoir. Dès que je fais des efforts, je n'arrive plus à respirer. J'ai des moments, puis ça arrive très rapidement, sans être averti. Vous voyez. Donc je faisais souvent appel, moi, à SOS médecin qui venait le soir, parce que je n'arrivais plus à respirer, me faire des aérosols et puis me donner de la cortisone. À Grenoble, depuis 10 ans, le service pneumologie travaille à une amélioration de la vie des malades. Pour cela, une étude soutenue récemment par un forfait innovation accordé au CHU a permis depuis fin septembre de réaliser les premiers essais cliniques d'une technique baptisée d'énervation ciblée des poumons. Ça consiste par voie endoscopie, d'aller irradier les nerfs pulmonaires, enfin 60 à 70% des nerfs pulmonaires,
pour les patients qui sont atteints d'une BPCO et qui exacerbent beaucoup, c'est-à-dire qui ont des crises, qui sont obligés de prendre des traitements. Du coup, cette innovation permet de limiter ces exacerbations. Après des phases préliminaires afin de s'assurer que la technique ne présente aucun danger, l'étude arrive à la fin du processus. On est dans la phase finale de la validation qui consiste à comparer, en termes d'efficacité cette fois et pas de sécurité, des patients de 100 dans le monde qui ont ce traitement à 200 patients qui ont tout le reste sauf ce traitement. En clair, ce sont des patients qui ont soit tout le processus qui aboutit à la dénervation, soit tout le processus, mais au dernier moment, on ne leur fait pas la dénervation. Et on compare leur fameuse trajectoire dont je vous parlais tout à l'heure. Au total, ce sont 40 centres dans le monde qui participent à cette étude, dont 8 en France. En 2018, on estime à 3,5 millions le nombre de Français atteints de BPCO. Est-ce que vous avez déjà des premiers résultats ? Alors, on a les résultats des études précédentes, sinon on n'aurait pas fait celle-ci, avec de très belles histoires parfois de patients qui avaient des exacerbations fréquentes, qui grâce à la dénervation n'en ont plus et qui ont pu de ce fait avoir un premier changement de trajectoire et puis derrière ils ont pu avoir d'autres traitements innovants avec encore un deuxième changement de trajectoire. Ça, ce sont les précédentes phases de l'étude. Là maintenant on est rentré dans, comme on disait tout à l'heure, dans la dernière phase et les premiers patients en France et dans le monde ont commencé à en bénéficier. Avec, j'espère, pour tout le monde, pour les patients avant tout, des résultats positifs, oui. Est-ce que vous êtes toujours à la recherche de personnes pour participer à cette étude ? S'il n'y a pas de patients qui participent, on n'aura jamais la réponse. Donc, à la fois pour rendre service à des patients qui seraient dans ce cas de figure et pour répondre à la question de recherche du bénéfice qu'on peut tirer de cette dénervation, oui, si des patients souhaitent bénéficier de cette technique, qu'ils n'hésitent pas à contacter l'un des 8 centres français qui participent à l'étude ou nous contacter directement et puis on leur dira où s'adresser. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Vincent également. Merci Marie-Caroline. Cette émission est aussi disponible en replay sur notre site télégrenoble.net. Bonne journée à tous, portez-vous bien et à très bientôt. Merci. Encore très bonne année. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous a présenté Check-up. Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous ont présenté Check-up.